Non. Bing bing bong bong, bing bong bong, bing bing bong bong, bing bong bong. Bonjour, je suis Mark Edwards, bienvenue à Carnet de route et bienvenue à notre série sur Taïwan. Je me suis finalement débrouillé pour échapper à l'emprise de Taipei. Et dans cet épisode, nous allons tenter d'aller un peu plus mollo. Comme vous le savez, certaines des villes les plus importantes peuvent quelquefois être un peu trop casse-tête. Il y a souvent un peu trop de monde. Alors nous allons nous transporter dans un environnement totalement à l'opposé. J'ai sauté dans la ligne de métro de Pingxi et dans le vieux train qui nous entraîne dans de petits villages autour de Taipei et plus loin encore, en espérant que ce sera un peu plus relax et plus tranquille. Alors, mettez-vous à l'aise. À Taïwan, il est possible de parcourir l'île en entier par train. C'est un moyen merveilleux pour apprécier la nature et les paysages. Ça, c'est un des plus vieux et des plus célèbres chemins de fer de Taïwan. Nous commençons notre expédition à Tingtun, où la gare date des années 1930 et est entièrement faite de bois. Le chemin de fer de Pingxi, qui fut à l'origine bâti pour acheminer le charbon à Keelung, offre un trajet très panoramique. Ce chemin de fer attire les touristes nostalgiques qui cherchent à fuir les foules des villes, à la recherche de paix et de tranquillité. Prochain arrêt, le village qui a donné son nom au chemin de fer, Pingxi. L'exode rural a laissé les villages, tels que Pingxi, avec une population vieillissante. Ce qui fait que la vie ici semble en suspens. Alors j'ai sauté du train à Pingxi et là je suis au centre de la petite ville. Une des choses que j'aime à propos de ce chemin de fer est que vous pouvez vraiment descendre du train dans tous les petits villages et que vous vous sentez vraiment loin de l'exubérante Taipei. Je suis ici, je vois la culture locale, la culture traditionnelle, la façon dont les gens vivent au quotidien et c'est tellement tranquille, il y a tellement peu de monde. Il n'y a que deux routes principales, celle-ci ou celle-là. Et je vais aller là et jeter un coup d'œil. Avec ses rues semi-désertiques, Pingxi est rafraîchissante et calme. Il n'est pas difficile de trouver des points de repère ici, puisqu'il n'y a que ces deux rues principales. Le style de vie y est traditionnel, et ça se voit dans les boutiques. Pingxi est le seul village de Taïwan à ne pas avoir un seul marché de la soie important. Aussi, la présence d'une telle variété de boutiques locales, d'anciens bibelots, de vieux outils agricoles et de vêtements faits à la main, vous fait sentir comme si vous étiez de retour 50 ans en arrière.
La raison pour laquelle le train est si bondé est que le prochain arrêt est sans doute l'un des plus populaires de la ligne. C'est le village de Schöffen, célèbre pour quelque chose de bien spécial et plus encore. Attendez de voir. Faites un saut au centre de contrôle local dirigé par les gentils cheminots et vous serez assez surpris puisqu'on dirait que rien n'a changé depuis des décennies. J'imagine que le chemin de fer et le village constituent de manière générale une attraction touristique pour ces raisons. Alors je suis arrivé à la gare de Schöffen et ici se trouve la boutique cadeau de la gare. On m'a dit que la chose à faire était de prendre ça, un billet de train à l'ancienne, qui est aussi une carte postale. Et pour expliquer, Schöffen signifie 10 minutes, ou beaucoup. Et vous savez, le caractère Xingfu veut dire bonheur. Donc en fait, vous envoyez un billet pour le bonheur de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous envoyez ça à vos amis, comme souhait de bon augure. Et voilà. Si vous décidez de passer une journée dans les villages autour de Taipei, laissez-moi vous donner un petit conseil. Oubliez vos itinéraires, vos plans et toute autre chose qui pourrait vous garder sur un horaire. Prenez ça relax, envoyez une carte postale ou deux, ou achetez-vous quelques souvenirs. Ici, tout est une question de faire les choses à son propre rythme. Les villages sont petits, étroits à quelques endroits, mais cela ne fait qu'ajouter au charme. Schöffen est légèrement plus marchand que certains autres villages. Alors ça pourrait être un choix judicieux d'y passer la nuit si vous voulez que votre parcours des villages dure plus d'une journée. Et pourquoi pas tout simplement prendre votre temps pour s'y promener et vraiment apprécier ce qui de plus d'une façon se révèle une expérience hors du temps. Alors je suis en plein milieu du chemin de fer à la gare de Schöffen et ce chemin de fer était là en premier. Et puis la ville a été construite alentour. Alors pour les résidents, ça compte pour beaucoup dans leur vie, puisque ça apporte des clients aux boutiques qui sont de chaque côté. Pour dire vrai, je ne devrais pas me trouver là, mais vous savez, tout le monde aime être sur la route. Qu'il y ait des touristes ou pas, le village poursuit tranquillement son cours. Disons que c'est probablement une bonne idée d'éviter les week-ends, parce que la foule pourrait bien gâcher votre appréciation du calme et de la tranquillité. Mais ne vous en faites pas, il y a plein d'hôtels modernes, de cafés et de restaurants ici. Jusqu'à l'attraction par excellence de Schöffen, les lanternes. Que vous soyez ici pendant le festival à la fin de janvier, février ou pas, vous découvrirez qu'en ce lieu vit une lanterne éternelle. L'entrée d'un café dans une vieille rue est en forme de lanterne, de même que toutes les portières du train qui vous mènent ici, y compris les fenêtres. En fait, peu importe où vous alliez à Schöffen, vous y verrez des références à sa production la plus importante. Il s'agit peut-être d'un bénéfice commercial, mais c'est avant tout une tradition. Comme me l'a expliqué le propriétaire d'une coquette petite boutique, il fabrique des lanternes depuis qu'il est tout petit. Pour lui, les fabriquer et ensuite les laisser s'envoler est la façon des gens d'ici d'envoyer leurs bons vœux au monde. Ici à Pingxi, il y a une histoire qui veut que, il y a très longtemps, le village était toujours la proie de brigands à cette époque de l'année. Alors les villageois se retiraient dans la vallée, ne laissant derrière eux que les plus robustes. Puis, ils envoyaient des lanternes dans le ciel lorsque la côte était de nouveau calme, et c'est ainsi que les lanternes en verre symbolisaient un vœu de paix. De nos jours, à Pingxi, il n'y a pas que les hommes forts qui envoient des lanternes. Tout le monde y met du sien. C'est encore plus plaisant de le faire en couple ou en équipe. Y mettre vos vœux par écrit enlèvera le poids de vos secrets. Et ensuite, reculez-vous et attendez que vos vœux se réalisent. Ou, à tout le moins, regardez-les monter dans les airs et demandez-vous où ils finiront leur route. Maintenant, nous allumons toutes les lanternes.
En général, c'est le 15 janvier qu'on allume les lanternes. Mais on ne laissera pas ces choses nous décourager ou nous arrêter. Allumons toutes ces lanternes. On signale. On est prêt? 1, 2, 3, go! Tout le parcours du train est pittoresque, mais la beauté des paysages vous frappe vraiment de plein fouet lorsque vous vous rendez à Jinguasha. En tant que petite vallée, Jinguasha est entourée de montagnes, de cours d'eau et offre une magnifique vue sur la mer. Oh, il y a une autre attraction, l'Or. Le parc écologique de l'Or est un mélange entre un musée et un édifice minier, dont la majeure partie date du début du XXe siècle. Il y a quelque chose ici qui s'appelle la 5e expérience du tunnel de Bunchen. C'est une section rénovée de 118 mètres de mine, et c'est toute une expérience. Sombre, loin de toute trace d'entrée, les réseaux de tunnels s'étirent sur plus de 600 km, et dans certaines parties, ça descend aussi loin que 132 mètres sous le niveau de la mer. Wow, eh bien, je ne sais pas si c'est juste moi, mais en fait, j'aime les petits endroits comme ça, et c'est un peu étouffant, mais je n'ai pas à y venir tous les jours comme les miniers avaient à le faire. Ça, c'est le 5e tunnel sur 9, et en fait, le 9e se trouve sous le niveau de la mer, tous servant à la recherche de l'or. Pour moi, 10 minutes, ça suffit. C'est assez plaisant, mais une vie entière, je ne sais pas. Si jamais vous venez seul, n'ayez pas peur. Vous ne manquerez pas de compagnie. Il y a une exposition de cire à l'intérieur, avec des haut-parleurs recréant l'époque de la ruée vers l'or. Par contre, mettez-vous une veste, parce que ça devient assez humide ici en bas. Par-delà les nombreux tunnels et en puissant contraste avec la noirceur des mines, se trouve le musée de l'or. Il vous offre une introduction bien illustrée de l'histoire minière de la région, incluant une description des techniques d'extraction de l'or. Alors, si vous courez après l'argent, regardez le documentaire et prenez vos pelles. Eh bien, je ne sais pas pourquoi je me suis fatigué à chercher de l'or à l'intérieur de la mine, alors que c'était ici pendant tout ce temps. On dit que c'est le plus gros lingot d'or à la main du monde. Ça vaut plus de 5 millions de dollars. Je touche 5 millions de dollars là. Viens, donne-moi un coup de main. Allez. Un petit 10 minutes en voiture pour vous rendre de l'autre côté de la montagne avec la mer pour compagnie et vous arrivez à Diofen, qui signifie littéralement 9 parties. Ce village est né de la ruée vers l'or et est désormais une magnifique retraite à flanc de montagne. Au tournant du XXe siècle, il n'y avait que 9 familles qui y vivaient, d'où son nom, qui fait référence aux provisions qui étaient divisées en 9 parties pour ces gens. Il n'y a que des vieilles rues à Diofen, là où tu es, et plein de petits stands de hanka. Regardez. Aujourd'hui, l'attraction principale de Diofen est ses rues étroites, bordées de salons de thé, de boutiques souvenirs et d'endroits où l'on peut prendre une collation vite fait après un trek dans la montagne. Dans les vieilles rues, vous pouvez demander aux gens quel truc de la culture locale traditionnelle vous devriez vous mettre sous la dent. Mis à part de vous remplir le ventre, un autre incontournable est de trouver un promontoire avec vue sur la mer. La vue est tout simplement époustouflante. Pas étonnant que Diofen soit devenu un site prisé pour les films. Le film de 1989, A City of Sadness, dont l'action se déroule pendant l'occupation japonaise, a mené un flot de voyageurs dans le village. Ils sont à la recherche d'un style de vie qui fut depuis longtemps balayé par la modernisation.
Dans ce restaurant, les parents du propriétaire faisaient des tours guidés des mines pendant la ruée vers l'or. À présent, les enfants font de l'argent avec la ruée touristique. J'ai transpiré à fond pour me rendre jusqu'au sommet de Diofen et je me suis finalement retrouvé dans un beau petit café où on a une vue sur la mer derrière moi. Et j'en profite pour me faire bronzer un peu. C'est un endroit idéal pour quelques cocktails bien musclés et prendre un peu de couleur santé. Dans les années 1930, Diofen était tellement prospère qu'on l'appelait la petite Shanghai. Toutefois, dans les années 1970, avec la fermeture de la mine d'or, le tourisme s'est aussi arrêté. Jusqu'à ce que des artistes arrivent et fassent renaître Diofen. Bon marché avec des vues époustouflantes, la vocation artistique de la ville était presque naturelle. Avec l'arrivée des artistes, les boutiques de Diofen ont subi d'importantes modifications. L'artisanat et de véritables œuvres d'art ont commencé à prendre la place des souvenirs clichés typiques que vous pouvez retrouver dans tellement d'autres endroits similaires. Ici, vous trouverez du travail artisanal qui embrasse des idées innovatrices. C'est un signe que vous pouvez trouver des souvenirs uniques par ici, avec un prix de négociation assez bas dès le départ. Parmi les artistes qui ont fait de Diofen leur maison, se trouve Qiu Xidong. Il est un des peintres les plus célèbres de Taïwan, bien que son nom soit principalement associé avec un style d'art peu connu. L'asphalte n'est pas vraiment quelque chose à laquelle vous penseriez comme alternative à la peinture, mais essayez de dire ça à Qiu. Tout a commencé un jour où il a remarqué comment une route fraîchement faite brillait sous la lumière du soleil. En tant qu'artiste, il s'est naturellement demandé ce que l'asphalte donnerait comme résultat, si utilisé comme médium d'expression. Nonobstant le fait que ce soit très peu cher et facilement accessible à Diofen, dû à tous les toits et routes qui en sont faits. Et ça s'est avéré une idée brillante. Qui aurait cru que l'asphalte pouvait être utilisé pour faire un portrait si vivant ? Oh. Oh, vraiment ? Vous avez probablement déjà vu de l'asphalte utilisé pour des planchers, sur des planchers utilisés pour des toits. Mais je vais vous dire que je n'en ai jamais vu pour faire de telles peintures. C'est tellement impressionnant. Je suis vraiment époustouflé. 大概改用柏油是差不多30年前，因为我认为说画画的材料太少，只有油画、水墨、水彩，所以如果说多一种材料，就多一条路嘛。Le prochain arrêt est environ à 1 heure de route de Taipei vers le sud-ouest, à une ville appelée Yingge. Et si Tupinsi tourne autour des lanternes, alors il en est tout autre pour cette ville. Alors j'ai fait un saut à Yingge, puisqu'on m'a dit que c'était la capitale de la céramique de Taïwan. Et quel meilleur endroit pour commencer que le musée de la céramique de Yingge. Yingge signifie perroquet en chinois, mais on m'a dit que ça faisait référence à la forme d'oiseau du rocher au centre de la ville. Mais la ville est plus connue aujourd'hui comme premier centre de production de céramique de Taïwan. Le musée de la céramique vous dira tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire de Yingge et sur la céramique en général. Tout chanceux que je suis, ma visite du musée de la céramique de Yingge coïncide avec une exposition très spéciale, appelée les prix de la créativité. Maintenant, voyons quelques thèmes récurrents sur les endroits que j'ai déjà visités à Taïwan. Dans ce cas-ci, les céramiques mettent en relief beaucoup de questions environnementales auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est un véritable régal pour les yeux et ça fait travailler ce vieux cerveau. Il n'y a pas que des pots et des casseroles au musée. L'édifice est très stylisé et ce qu'il renferme vous convie à un vrai défi mental. Ici, la céramique est une forme d'art qui vous pousse à réfléchir. C'est moderne et assurément créatif. Mais ne vous cassez pas la tête à essayer de comprendre tout ce que vous voyez. Vous n'avez plus qu'à vous laisser transporter. Arrêtez-vous pour jeter un coup d'œil du côté de la seule ancienne rue de la poterie, où on vend de tout, du truc le plus simple à la plus fine porcelaine.
de théières banales à de délicates figurines. Tandis que vous êtes à Yingge, vous pouvez faire... un instant, je vais mettre ça comme il faut. Vous pouvez faire votre propre poterie. Et pour commencer, j'aimerais vous prévenir que je suis horriblement mauvais dans tout ce qui implique les arts ou n'importe quoi avec les mains. Mais je vais faire un effort pour vous. Yingge est vraiment un paradis pour les amateurs de poterie. Certaines manufactures offrent des tours guidés qui vous donnent l'opportunité de voir par vous-même comment de l'argile boueuse est transformée en vase chinois magnifiquement peint. Ça n'aurait pas paru étrange à la cour des Ming ou des Qing. Vous avez également la chance de vous y essayer. Si vous jugez votre propre création, ça pourrait vous paraître hors propos, mais cela ne peut enlever le sentiment du travail accompli. Les professeurs ici sont tous bénévoles et font ça comme passe-temps. Plusieurs des anciennes techniques sont toujours utilisées aujourd'hui. Tout a commencé quand des gens du peuple Hakka sont arrivés en 1684 et qu'ils ont commencé à planter du thé. Mais avec la découverte d'argile fine dans les montagnes aux alentours, Yingge fut transformé pour toujours. Yingge était en fait le premier endroit où des céramiques furent produites à Taïwan. Il y a environ 200 ans, cette petite ville était la plus grande exportatrice de céramique à travers l'île. Presque toutes les boutiques commencèrent comme ateliers. Alors vous pouvez toujours voir quelques-unes des vieilles cheminées se dressant fièrement, mais elles ne sont plus utilisées aujourd'hui. À environ 200 km au sud-ouest de Taipei se trouve Lugang, et nous nous rendons directement au temple Longshan pour un peu de culture. C'est un des plus célèbres et aussi un des plus vieux temples bouddhistes à Taïwan. Il est particulièrement reconnu pour ses exquises gravures sur bois. J'ai eu droit à une petite explication sur comment ces temples de bois étaient arrivés à Lugang. À l'époque, il n'y avait que les colons chinois arrivant du continent qui apportaient leurs dieux avec eux par-delà les eaux houleuses pour avoir une traversée sûre jusqu'à l'île. Après avoir amarré, ils auraient construit ces temples pour remercier leurs dieux d'être arrivés à bon port. Et plus particulièrement dans le cas du temple de Longshan, le temple du dragon de la montagne, qui fut construit il y a 300 ans et qui est dédié à Guanyin, la déesse de la miséricorde. Il y a plusieurs temples à Lugang, dont certains sont côte à côte. Il a récemment subi d'importants travaux de restauration, mais on nous assure que la conservation de l'apparence originale était au centre des travaux. L'étage supérieur de style chinois dans le complexe du temple abrite le plus vieux plafond à caisson restant dans tout Taïwan. Il génère un effet de résonance qui amplifie l'expérience spirituelle. Ce temple est une réplique d'un temple du même nom dans la ville de Anhai, dans la province du Fujian, d'où provenaient quelques-uns des plus anciens colons de Lugang. Il y a plusieurs autres temples Longshan à Taïwan, mais celui-ci est l'un des plus connus. Là, je profite d'une petite promenade dans la plus vieille rue de tout Lugang. Et c'est vraiment très relaxant de juste regarder un peu ces boutiques et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et en fait, elles renferment encore certaines des plus vieilles marques qui furent vendues dans les environs pendant très longtemps. Mais ça, c'est la rue à partir de laquelle la ville s'est développée. Lugang signifie le port des chevreuils, en référence aux troupeaux de chevreuils qui ruinaient autrefois les plaines avoisinantes. Cet ancien port fluvial dort près de la rive du détroit de Taïwan. À l'époque de la dynastie des Qing, c'était un important port d'entrée pour les vagues d'immigrants qui faisaient leur chemin à partir de Quanzhou dans la province du Fujian. Lugang est particulièrement intéressante parce qu'elle offre un rare aperçu du vieux Taïwan.
En dépit du fait que la ville est immanquablement moderne, plusieurs des petites allées piétonnes ont peu changé depuis les jours de la dynastie Qing. C'est un excellent endroit où l'on peut voir de l'artisanat traditionnel, tel que les gravures sur bois. Les édifices sont peut-être devenus plus modernes, mais le mode de vie traditionnel est toujours vivant à Lugang. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu de comment les choses étaient avant. En parlant de vieilles marques, on vient juste de m'expliquer qu'en fait, ceci est l'équivalent d'une vieille boisson énergétique. Cela a apporté au peuple, enfin aux coulisses, beaucoup d'énergie. Plus que de l'eau en tout cas. Je me sens dynamisé. Bon goût. Nous avons été ici seulement un jour, mais nous nous sommes quand même débrouillés pour avoir un aperçu du style de vie populaire dans les environs et de comment le passé vit toujours de tellement de façons. Si j'étais vous, par contre, je resterais vraiment plus longtemps à Lugang. Malheureusement, là, c'est la partie de l'épisode que je ne peux normalement pas supporter. Toutefois, j'ai un sentiment plutôt doux amer, alors que j'y arrive cette fois-ci, parce qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur Taïwan dans le reste de la série. J'espère que vous avez apprécié la dernière demi-heure et que vous vous êtes concentré sur quelques aspects plus oisifs de Taïwan, où certains des vieux villages mettent vraiment en évidence la différence avec l'agitation et le style de vie exalté que vous pouvez trouver dans les grandes villes. Mais n'oubliez pas que ces vieilles villes furent vraiment tirées au sort et qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus encore à découvrir à Taïwan, où la tradition, la culture et un rythme de vie lent demeurent toujours. Ici, Mark Edwards, et je vous revois très bientôt pour notre épisode de Carnet de route.